Ce générique nous est offert aujourd'hui par les enfants Makonde de Dar es Salaam en Tanzanie. Regardez sur cette carte le parcours que nous avons effectué jusqu'ici. La partie jaune pour la première partie du parcours et la partie rouge pour le tout dernier tronçon, c'est-à-dire 2000 km à travers la Zambie et la Tanzanie. C'est un grand événement aujourd'hui à Dar es Salaam. Ils sont nombreux à être venus nous accueillir car la caravane du Grand Raid a créé l'événement. C'est un pays où il n'y a pas de télévision, alors imaginez la surprise que nous avons créée. De la musique aussi pour commémorer l'indépendance de la Tanzanie. Rappelez-vous, en décembre 1961, un État qui s'appelait le Tanganyika retrouvait définitivement toute sa souveraineté. 3 ans plus tard, Zanzibar fusionnait avec l'État du Tanganyika pour donner naissance à la Tanzanie. La Tanzanie qui prône un régime socialiste d'avant-garde et qui est très jalouse de son indépendance. Une personne au moins s'en rappelle, l'ex-dictateur ougandais Idi Amin Dada, lorsqu'il a tenté en 1978 d'envahir le nord-ouest de la Tanzanie. Il a dû vite rebrousser chemin. En ce qui concerne la marche de notre caravane, quelques informations. Nous en reparlerons à la fin du programme. D'abord, il y a 2 absents, Roland Théron et Serge Gorielli. Nous y reviendrons. Ensuite, avec Yves Garibaldi, nous évoquerons les petits problèmes que nous avons eus pour monter cette émission aujourd'hui. Sachez tout simplement que nous avons failli louper notre rendez-vous. Mais nous en reparlerons. Il y a d'autres soucis. Ce sont ceux du classement. Alors à vous, Noël Mamère. Eh bien, merci Didier. Sachez que nous sommes très heureux ici à Paris de vous savoir en pleine forme, ainsi que vos 10 compagnons de route. Avant de savoir comment s'est déroulée cette 2e étape qui vous a conduit du lac Kariba jusqu'à Dar es Salaam, du Zimbabwe jusqu'à la Tanzanie, eh bien d'abord, nous allons nous préoccuper, nous souvenir du classement de cette première étape qui vous avait conduit du Cap jusqu'au lac Kariba. Alors, le classement est le suivant. Premier, RTL avec 156 points. Deuxième, SRC 128 points. Troisième, Antenne 2 126 points. Quatrième, la Suisse romande 123 points. Et cinquième, Télé Monte Carlo avec 100 points. Alors je rappelle à nos amis Christine et Guylaine qu'il va falloir faire très très attention au cours de cette 2e étape. Et j'espère, mademoiselle, que vous avez fait beaucoup plus d'efforts que la dernière fois. Je connaissais les contraintes que vous aviez. J'espère que cette fois, vous nous avez fourni un excellent sujet qui va vous faire remonter, car vous savez qu'au bout de 3 semaines, eh bien, vous serez éliminé et on sera obligé de faire donner la réserve, comme l'on dit. Bien, maintenant, Didier, vous allez nous expliquer quelles ont été les péripéties que vous avez rencontrées au cours de cette 2e étape, lac Kariba, Tanzanie. La 2e étape s'est déroulée à peu près normalement, Noël, avec cependant, vous allez vous en rendre compte, beaucoup d'imprévus. Premier visage de la Zambie. Pour nous, le pays n'a pas encore de forme, à peine un nom, en tout cas pas d'image. Afrique, carte postale avec marché d'odeurs et de couleurs et les vêtements qui collent à la peau. 1 ou 2 chiffres annoncent la crise. 48% de la population s'est agglutinée dans les villes. La Zambie est le pays le plus urbanisé d'Afrique. Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, le domaine des cultures vivrières a été délaissé. En masse, les paysans ont quitté leur village et ont marché vers les cités. 1 million de jeunes ruraux sans emploi dans la banlieue de Lusaka. Le cuivre ne rapporte plus d'argent. Indépendance depuis 20 ans, encore fragile. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander ce qu'on fait, ce qu'on filme, ce qu'on va raconter sur le pays. Papier, s'il vous plaît, de la part de qui ? De la milice, monsieur. Voilà pour la carte postale. Tournez-la, s'il vous plaît. De l'autre côté, il y a cette femme, John Irwin. Une autre Zambie à elle seule. Un monde à part entière. Avec en toile de fond des relents d'aventure et d'exploits safari. Sur un petit avion, elle a rejoint Londres à Sydney en 72 heures. C'était en 1969, record du monde. Mais c'est du haut de son hélicoptère que nous avons découvert son domaine. 6500 hectares, 2000 têtes de bétail, 120 employés. La superproduction à l'américaine. À part l'hélicoptère, il y a les bêtes. Les bêtes dans la maison dans les bêtes. Voici le lion Shumba, c'est le père. Dès que l'on entre dans la maison, on ne sait plus très bien distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Les animaux vivants et les empaillés, un univers fantastique peuplé d'ombres et de lumière. Shumba, Shiba, Zimba, Whiskers et Nasties, les petites bébêtes dévorent 60 kilos de viande par jour. Amour, passion de cette femme pour les fauves. Une maison qui sent la brousse, tapissée de peaux décorée de têtes. Cerfs, buffles, lions, zèbres, antilopes, rapaces, crocodiles.
Retenez le Zimbabwe, le Botswana, la Zambie, des trophées par dizaines. Cette Afrique-là sans la poudre et la lampe à pétrole, Kipling a dû passer par ici. Nous n'avons pas échappé aux présentations, la petite préférée à Cheetah le guépard, et puis, j'allais oublier, il y a la route. 5 voitures qui ont dévoré toute la semaine, la route et les pistes, objectif la Tanzanie, mais avant, 5 reportages à réaliser et quelques 2000 km à parcourir. Je l'avais raide, plutôt amère. C'est moi, grand Dieu, qui n'y voyais plus rien. Pour beaucoup de raiders, les journées sont souvent trop courtes et parsemées d'embûches. La région est difficile. L'équipage de Télé Monte Carlo, par exemple, a été arrêté par cet homme muni d'un étrange filet. Chasse aux papillons? Non. Chasse à la mouche tsetse. Elle pullule entre 2 pluies et s'abrite à l'ombre des grands arbres. Pour les animaux, une seule piqûre et c'est la mort dans les 3 jours. Pour l'homme, c'est le risque de la maladie du sommeil. Ce peut être aussi la mort s'il n'est pas soigné rapidement dans un hôpital. Voilà pourquoi cette inspection minutieuse autour des voitures, admirez le coup de filet. Le but est de récolter le maximum de mouches tsetse afin d'en limiter le nombre. Guylaine et Christine en ont attrapé 5 dans leur voiture. Autre difficulté de la piste. Pour Antenne 2, une jante cabossée cette semaine, plus un pneu crevé. La réparation à la tombée de la nuit, en pleine brousse, et toujours l'obsession d'arriver sur les lieux du tournage pour réaliser le film. Le film sans lequel il n'y a point de salut possible. Il faut aller vite et prévoir, toujours prévoir. Pour le ravitaillement aussi, Antenne 2 et Télé Monte Carlo se sont retrouvés cette semaine à l'est de Lusaka dans la brousse. 1 repas par jour seulement, un avocat et quelques boîtes de conserve. La nuit surprend souvent les raiders. Pour des raisons de sécurité, nous leur avons recommandé de ne pas conduire dès la tombée du jour. Il y a dans la région beaucoup de brigandage et des risques de vol. Alors le hasard, qui fait souvent bien les choses, invite les raiders à de bien étranges soirées. Celles qu'ont connues il y a 3 jours les équipages suisses et belges. En remontant vers la Tanzanie, ils se sont retrouvés ensemble dans le même village. Aussitôt, tout le monde a déployé sa tente et Olivier, l'ingénieur du son, a sorti son tam-tam. Imaginez un peu ce qui a pu se passer. Le village entier s'est réveillé pour danser. Et puis Philippe Remakers, d'RTL, a installé quelques lampes alimentées par des groupes électrogènes et organisé une séance photo à développement instantané. La suite se passe de commentaires. Tous les villageois ont été étonnés de se voir apparaître magiquement sur le petit carton. Un éclat de rire général et une vraie bagarre pour s'arracher le portrait souvenir. Le lendemain matin, nous arrivons à la frontière séparant la Zambie de la Tanzanie. Aucun incident à signaler, mis à part la convocation de certains membres de l'équipe au poste de police pour prise de vue illégale. Mais nous commençons à avoir l'habitude. Encore 900 km avant d'atteindre Dar es Salaam, pour quelques secondes, le bruit de la route et les couleurs de ce pays étonnant. Et puis tout s'arrête à nouveau. L'essence manque, elle ronge les équipages et torture la marche de la caravane. Les points de distribution sont rares, les pompes vides, les bons d'essence refusés. Il faut encore attendre et tuer le temps. C'est là, sous une chaleur souvent torride, que nous avons un peu senti l'éternité nous filer entre les doigts. La maladie ne nous a pas épargnés non plus. Depuis 48 heures, Roland Théron est alité, victime d'une intoxication alimentaire. Il est dans un état assez faible et préoccupant. Il sera donc absent de notre plateau. Enfin, Dar es Salaam, l'arrivée au milieu d'une foule en liesse pour le Noël musulman. Africains, mais aussi indiens musulmans, les saris évoquent déjà l'Inde. C'est juste en face. Un pays en marche vers l'auto-indépendance, on parle ici de la voie tanzanienne vers le socialisme. Regard porteur d'avenir. Et dans la nuit claire qui a recouvert le port de la paix, il y avait déjà comme une lueur orientale. Voici donc le jury qui, ce soir, sera chargé de vous noter sur la seconde étape de ce grand périple qui va vous conduire pendant 8 mois
qui va vous conduire du Cap de Bonne-Espérance jusqu'à l'autre bout de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire jusqu'au Cap Horn. Alors nous commençons par le Canada avec notre jury permanent que vous connaissez déjà, Jean-Louis Boudou. Il est accompagné aujourd'hui de Brigitte Soriol, qui est cinéaste. Sa dernière réalisation s'intitule « Rien qu'un jeu ». C'est un film qui a un grand succès au Canada, que l'on connaît un petit peu en France, pas assez à mon avis. Il avait participé à la quinzaine des réalisateurs au cours du Festival de Cannes. Pour représenter la France, Bernard Benjamin, qui est grand reporter à Antenne 2. À côté de lui, un aventurier à sa manière. Il s'appelle Alain Boinet, il est le représentant de la Guilde du Raid et sa dernière aventure, sa dernière mission, c'était l'acheminement de vivres vers une région du centre de l'Afghanistan, une mission très périlleuse, comme vous le savez. Pour représenter le Luxembourg, Sophie Eke, inutile de vous la présenter, vous la connaissez déjà. Elle est accompagnée aujourd'hui de Francis Mazière. Francis Mazière est un explorateur. Sa dernière aventure, eh bien, il est allé du Sinaï jusqu'à la mer Morte. Il a mis plusieurs années pour faire cela. Il a tout simplement choisi de refaire le parcours de Moïse et du peuple élu. Eh bien, ce film, Le Sinaï à la mer Morte, vous pouvez le voir sur les écrans français dans les jours qui viennent. Pour Télé Monte Carlo, nous avons José Sacré, que vous connaissez si vous suivez les antennes de TMC. Il est accompagné de Nina Companèse, inutile de la présenter. Nina Companèse est une cinéaste connue, mais le grand public a eu accès à ses œuvres puisque vous avez notamment diffusé sur les antennes de la télévision française un feuilleton qui s'appelait Les Dames de la Côte, qui a eu un grand succès. Vous êtes maintenant auteur dramatique, madame, puisque vous êtes en train de présenter Le Sablier au Théâtre Antoine à Paris, avec comme principal interprète Francis Huster. Et puis pour la Suisse romande, pour la Suisse, Vincent Philippe, journaliste au journal 24 heures, au quotidien 24 heures, nous le connaissons mieux maintenant. À côté de lui, un homme qui est une vedette en Suisse, c'est le présentateur du journal du soir de 19h30 en Suisse romande. Je ne vous ai pas dit son nom, il s'appelle Pierre Pascal Rossi. Voilà donc pour notre jury. Je vous propose maintenant, Didier, de nous présenter le premier sujet. Ce premier sujet, il vient de l'équipage du Canada. Robert Bourgoin et Francis Lévesque, eh bien, vous nous le présentez. Effectivement, nous commençons cette semaine par le reportage des Canadiens, Francis Lévesque et Robert Bourgoin. Oui, alors on est parti à la recherche d'un homme, d'un personnage qui, on nous avait dit, avait une histoire très particulière derrière lui. Mais en l'ayant rencontré, il s'est montré très avare de révéler son passé, du temps où le Zimbabwe était encore la Rhodésie. Alors il a fallu se démerder, il a fallu aller aux archives, filmer sans permission, obtenir des renseignements sur lui à travers d'autres personnes. Et ces renseignements-là sur son passé, conjugués avec sa situation présente, ça trace plus qu'un simple portrait. Je pense que ça fait le tableau un peu d'un pays où les gens ont eu à faire des choix. Comme le personnage que l'on présente a eu à faire un choix capital au moment donné dans sa vie. Le reportage des Canadiens cette semaine, de la dynamite à l'ivoire. Avril 1980. La Rhodésie devient le Zimbabwe. Une guerre de friction et de guérilla se termine, et avec elle se dissipe le pouvoir blanc. L'armée rhodésienne démembrée, ses soldats quittent le pays ou cherchent à se faire oublier. Près de Harare, nous avons retrouvé l'un de ces hommes. Patrick Mavros était membre de la SAS, la Special Air Services, une troupe d'élite dont les hommes évoluaient par commando de 4. Parachutiste, homme-grenouille, spécialiste des explosifs, il traquait la guérilla noire dans la brousse et les montagnes. Patrick Mavros lui a consacré sa vingtaine. Enfant, il était déjà plus attiré par les animaux sauvages que par les livres. L'armée le reconnaîtra plus tard comme l'un de ses plus redoutables traqueurs d'hommes. De 300 000, la population blanche est tombée à 90 000. Pour passer de la Rhodésie au Zimbabwe, Patrick Mavros a troqué la dynamite pour l'ivoire. Ces sculptures, il les veut fidèles à ce qu'il connaît, à ce qu'il aime. Jamais ne pourrons-nous y voir de visage humain. 90 employés, répartis en plusieurs ateliers, fabriquent colliers, bracelets et figurines d'animaux.
une véritable petite industrie d'objets d'art. On ne peut jamais être sûr avec des animaux sauvages en danger comme l'éléphant. Alors, j'ai décidé de reproduire mes sculptures en argent. Nous allons voir ici ce que je fais avec l'argent. De nos jours, le maniement de l'ivoire est aussi incertain que celui des explosifs. Le réflexe lui est donc venu d'assurer ses arrières. Il expose et vend en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Même le président Reagan a acquis une de ses œuvres. Devant une telle source de devises étrangères, son passé rhodésien s'estompe peu à peu. En 4 ans, il a su se tailler une nouvelle place dans le pays. Vous m'avez demandé pourquoi je suis si confiant dans l'avenir de ce pays. C'est simplement parce que d'un état de guerre à un état de paix, le progrès a été phénoménal. Je suis pleinement confiant dans l'avenir de ce pays. Cette confiance n'est pourtant pas aveugle. Elle est le propre d'une nouvelle génération. Une génération qui espère seulement ne jamais avoir à troquer l'ivoire pour la dynamite. De la dynamite à l'ivoire, titre du sujet de Robert Bourgoin et Francis Lévesque. Eh bien, nous allons procéder aux notes. Alors, vous écoutez avec attention. Donc, voici les notes pour votre reportage de la dynamite à l'ivoire. France, 11-13. Luxembourg, 11-9. Monaco, 10-12. Suisse, 14-13. Total, 93 points. Alors, avant de vous demander votre réaction, messieurs, je voudrais que M. Mazière nous explique le pourquoi de son œuvre, puisque c'est lui qui vous a mis la plus mauvaise note. Alors, prenez votre micro, M. Mazière, avant de répondre, ça sera mieux. Bon, j'ai trouvé que c'était pas très bien filmé, d'abord. D'autre part, ça commence bien, et après, c'est pas... Enfin, moi, ça ne m'a pas intéressé. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui a combattu dans la jungle et qui subitement vend des objets en ivoire, en plus que je l'ai trouvé de très mauvais goût, en plus, qui me parle qu'il a M. Reagan, on l'achète, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne pense pas que c'est un reportage intéressant pour une semblable aventure, d'avoir la chance d'être en Afrique avec une voiture. Mais je suis un peu dur, hein. Mais oui, bah, ça vous me paraissait même très dur, très dur. Écoutez, je pense que les réactions vont être sans merci pour vous, mais c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Le deuxième reportage nous vient donc de l'équipe de RTL Télévision, Serge Gorielli et Philippe Remakers, qui étaient arrivés en tête à l'issue de la première étape. Vont-ils conserver le leadership de ces reportages? C'est ce que nous allons voir avec vous, Didier, maintenant. Oui, Noël, avant de voir le second reportage de cette séance, je voudrais revenir sur une information que je vous donnais en début de programme lorsque je vous ai dit qu'il n'y avait que Philippe Remakers sur le plateau. Serge Gorielli n'est pas là. Un représentant de RTL sur 2. Pourquoi, Philippe ? Eh bien oui, justement, là je suis seul, c'est parce que Serge est encore au sommet du Kilimandjaro. Il est en train de tourner les derniers plans du film qu'on aura l'occasion de vous présenter bientôt. Moi aussi, j'étais là hier matin. Donc hier matin à 9h, j'étais au sommet à près de 6000 mètres. Et puis j'ai dû dévaler la montagne en une journée parce que j'avais un avion à 6h pour être atteint sur le plateau aujourd'hui. Alors ce qui s'est passé, j'ai eu pas mal de chance. J'ai dévalé toute la montagne en 5h30. Et puis en bas, là j'ai pu arriver à l'aéroport à temps. L'avion avait 1h30 de retard, ce qui m'a permis de sauter dans l'avion puis d'être à temps à Dar es Salaam pour le plateau d'aujourd'hui. Alors tu as une bouteille thermos à la main, que contient-elle ? Justement, alors là j'ai un petit cadeau pour les cascadeuses monégasques. C'est un petit peu de neige du Kilimandjaro, puis j'espère qu'elle va se dégager d'ici parce que ça pose un peu des problèmes. Elle est un peu gelée dans le fond. C'est fantastique, c'est assez incroyable de voir de la neige dans ce pays.
C'est à peu près le seul endroit où on a été capable de trouver de la neige en Afrique équatoriale. Puis bon, je m'étais dit que pour la Noël, ça pouvait... On va se rafraîchir, ça fait énormément de bien, Philippe. Alors cela dit, il n'y a pas que la neige aujourd'hui comme sujet de reportage, il y a celui que vous avez effectué, réalisé. Alors des informations. Eh bien oui, alors nous avons fait un portrait, puis faire un portrait en Afrique, c'est déjà faire un choix. On peut faire un portrait d'un blanc ou d'un noir. On peut choisir aussi de faire un portrait d'un blanc qui reste ou d'un blanc qui part. Et puis, même si on fait un portrait d'un blanc qui part, on peut choisir de le présenter en donnant des réponses ou en posant des questions. Je crois que ce film pose plutôt des questions. Et puis, voilà, je vous propose de le regarder. Et c'est d'ailleurs une question qui est proposée par l'équipage RTL cette semaine. Qu'est-ce qui a fait partir David ? Le 206 Whisky Lima Mike m'emmenait en direction de Mazoé, par une après-midi de novembre, claire et chaude. Harare était déjà bien loin, et Salisbury n'existait plus, à part pour lui. David n'était jamais parvenu à s'y faire. Il me disait souvent « Je ne quitterai pas la Rhodésie ». Moi, j'y venais depuis 14 ans. J'aimais ce pays. Mon père et David s'étaient rencontrés au Victoria Falls, lors d'une chasse au buffle. L'année d'après, je passais l'été chez lui. J'avais à peine 8 ans. Je me rappelle très bien des cauchemars que m'inspiraient les trophées sinistres pendus au mur et des interminables parties de backgammon entre mon père et lui. J'inventais des jeux avec Bambino, la petite antilope, mais c'est surtout lorsque Cookie jouait de son instrument fou que l'Afrique commençait à vivre en moi. Quelques années plus tard, je commençais à partager les mêmes passions que David. Il m'initia à la pêche et nous allions à l'étang. Souvent, nous partions au lac Kariba pour y pêcher le tigerfish. Il essayait même de m'apprendre le grand jeu des gentlemen, le polo, sans trop de succès. Depuis la disparition de sa femme, David vivait seul, avec Cookie, son cuisinier fidèle et son ami. Même les dernières années de guerre civile, qui avaient leur pesant d'atrocités, et le départ de ses amis n'avait pas pu le décider à quitter le Zimbabwe. En arrivant dans ce pays en 1948, David n'avait que 16 ans. Il n'avait pas un sou vaillant, il n'aimait pas parler de cette période de sa vie. Il l'avait vécue d'une façon trop intense, trop passionnée. 10 années à travailler la terre, à apprendre son métier. Et puis, en 61, enfin, il loue sa première ferme, puis se l'achète 2 ans plus tard. La culture du tabac était une chose bien à part. Le choix des terres et le séchage des feuilles exigeaient une grande maîtrise. Mais là, le tabac risquait de mourir. Le village noir qu'il avait fait construire était comme foudroyé. Un grand malheur avait frappé la terre. Certains villageois voyaient l'avenir avec anxiété, et les autres, gênés par le paternalisme un peu trop poussé de David, considéraient la chose comme une libération. Je me souviens de cette soirée où, en toute hâte, nous étions partis avec un médecin pour sauver cet enfant noir sous la hutte. Il s'était mis à pleuvoir à torrent. L'enfant était sauf, mais la voiture était restée là. Elle ne serait pas passée à travers les bourbiers. Depuis, les villageois en avaient adopté la présence et la vénéraient, un peu comme un cadeau du ciel. Quelque chose empêchait David de la leur reprendre. La superstition noire l'avait peu à peu gagnée. Mais le rêve d'enfance de David était ailleurs. La première fois qu'il m'en parla, il avait un regard étrange, brillant de malice. Cultiver des vignes dans un pays comme celui-ci était de la folie. Personne n'avait essayé cela auparavant. Les agronomes s'étaient succédé pour donner leur avis. Pas un ne lui avait donné la moindre chance de réussite. Et maintenant, avec ses quelques 400 à 500 tonnes de raisins, il était le plus gros producteur du pays. Et ça le faisait sourire. Il avait sélectionné ses cépages en Allemagne. Et ici, il était le seul à avoir cette connaissance en la matière. Il aimait à dire qu'un jour peut-être son vin serait buvable et partait d'un énorme éclat de rire. Ces vignes, c'était comme un rêve réalisé. À chaque étoile filante, son vœu avait été pour elle. Mais maintenant, qu'allait-elle devenir ? Le drame est arrivé il y a 4 jours. Cookie avait vu sortir David avec son chien pour la promenade du soir. Cookie avait entendu le crissement de frein et puis le choc. On ne saura jamais exactement d'où sortait le gros camion noir.
Qu'est-ce qui a fait partir David? Réalisation de Serge Gorielli et Philippe Remakers pour RTL Télévision. Question de Nina Companèse. J'ai ressenti un petit peu la même chose que pour le film précédent, c'est-à-dire que je trouve le personnage pas très clair. Je voudrais savoir si c'est d'abord un noir ou un blanc. Je me suis posé la question pendant un certain temps. Ensuite, je voudrais savoir s'il existe, si ce qu'on nous raconte est vrai ou si c'est une fiction. Qui est cet homme? Et est-ce que le personnage qui raconte à la première personne raconte une chose qui lui est vraiment arrivée ou bien si tout est imaginaire? Bon, il me paraît évident que le personnage est blanc. Je ne connais pas beaucoup de Noirs au Zimbabwe qui jouent au polo. Et aussi, si ce personnage est doté quelque part d'un paternalisme un peu fou, comme on le dit dans le film, eh bien, ça me paraît aussi évident qu'il est blanc. Je ne comprends pas très bien le sens de la question. La deuxième question, le personnage est-il réel ou inventé? Le personnage qui raconte une histoire vraie ou une histoire imaginaire? Bon, alors, cette histoire est partiellement vécue, partiellement inventée. C'est-à-dire qu'on a rencontré un personnage qui se prête assez bien à l'image qu'on montre dans le film. Ce qu'on aimerait montrer aussi, c'est un petit peu une histoire qui n'est pas encore arrivée, mais qui pourrait arriver. C'est-à-dire que, bien sûr, le symbole du gros camion noir de la fin est un symbole qui, pour le moment, au Zimbabwe, n'est pas encore réellement up-to-date, si je puis dire. Mais en fait, ça se pourrait que d'ici 15, peut-être 10, peut-être 5 ans, peut-être moins, que ça se passe, puis qu'un blanc soit renversé de cette façon-là. Bien, maintenant que nous connaissons les réponses à toutes les questions que vous a posées Nina Companèse, le temps est venu de vous noter. Voici donc ce qu'est décidé le jury. Pour le Canada, 13-9. Pour la France, 16-14. Pour le Monaco, 15-14. Pour la Suisse, 16-14. Vous réussissez à avoir un total de 111 points. Nous allons maintenant passer au troisième sujet. Troisième sujet, les taxis rouges, avec Laurent Chaumel et Roland Théron pour la France, pour Antenne 2. Le deuxième absent de ce plateau, je vous le disais en début de programme, et c'est plus embêtant, c'est Roland Théron d'Antenne 2. Il est malade, il est alité, ne peut plus se lever depuis 48 heures. Nous lui souhaitons bien entendu un prompt rétablissement, mais heureusement pour le moment, Laurent Chaumel est là pour assurer l'intendance. Tout d'abord, Laurent, des nouvelles de Roland. Bien, Roland, quand j'ai laissé, il dormait, il n'allait pas vraiment bien. Il vomit, c'est vraiment assez dur. Alors bon, je lui ai dit vraiment repose-toi parce que c'est la meilleure chose qu'il y a à faire, quoi. Mais d'où viennent ces maux de ventre? Il y a l'eau, déjà. L'eau qu'on boit ici est vraiment pas bonne. Normalement, il faudrait faire qu'elle soit meilleure, quoi. Alors, il y a un truc qui est vraiment aussi important, c'est la chaleur. Alors, il y a l'eau, la chaleur, plus tout ce qu'on mange. Et en plus, il y a la fatigue. Voilà. Alors, parlons du reportage que vous proposez aujourd'hui. Alors, quand on est arrivé à Harare, il y a une chose qui nous a vraiment frappé, c'est toutes ces petites voitures rouges qui sont des 4L. Et quand on est monté dedans et qu'on s'est aperçu que c'était des taxis, ça nous a vraiment frappé. On a voulu faire quelque chose là-dessus parce que ça nous touchait bien, quoi. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Avez-vous eu des difficultés pour le tourner? Oui, parce que tout d'abord, les gens étaient complètement réticents, ne voulaient pas. Quand on est monté avec quelqu'un qui nous a embrouillés, c'est-à-dire qu'il est parti dans des endroits où on ne voulait absolument pas aller, alors il a fallu faire marche arrière. Mais je crois que les difficultés, finalement, on y arrive, quoi. Le titre du reportage proposé aujourd'hui par l'équipage Antenne 2, les taxis rouges d'Harare. Ce matin, j'ai perdu un objet auquel je tenais beaucoup, en plein centre d'Harare, capitale du Zimbabwe. Je me souviens seulement d'une petite voiture rouge. En banlieue, un endroit assez étonnant, à la fois garage et parking, avec des dizaines de petites voitures rouges. Mais qu'est-ce que ça peut être ? La Creamline Minicab est la première compagnie de taxi du Zimbabwe. Il n'y a que des 4L, les petites voitures françaises. Elles sont toutes neuves. La dernière qu'on ait achetée date de 8 ans, c'est vous dire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pièces détachées. Alors quand on a un problème, on se débrouille comme on peut. On change les moteurs, une pièce de voiture sur une autre. Et chaque voiture fonctionne parfaitement. Elles sont très faciles à réparer. Les moteurs sont très simples. Cette voiture a déjà fait 1 million de kilomètres. C'est notre plus vieille voiture, elle a 20 ans. Un peu le fétiche de la compagnie. Creamline Minicab, plus de 300 employés, dont 250 chauffeurs noirs. Payés plus de 2 fois le salaire minimum dans le pays. Nous les rencontrons à 6 heures le matin,
Toutes les voitures sont là pour chercher de l'essence et vérifier si tout est en état de marche. Ensuite, les chauffeurs se dispersent et vont travailler jusqu'au lendemain. Les voitures consomment peu et permettent de pratiquer des tarifs de démolition. Installé à Harare depuis 38 ans, gendarme retraité, Bernard Hugues est typiquement le blanc qui regrette l'époque de la Rhodésie. C'est en 1964 qu'il a l'idée d'acheter ses premières voitures. Cette ville qui s'appelait alors Salisbury avait besoin de transport et il fonde cette compagnie de taxi. Depuis, l'idée a fait son chemin. Nous sommes copiés par tout le monde. Ils peignent leurs 4L de la même couleur que les nôtres, marquent un nom qui ressemble au nôtre et se font passer pour des taxis de ma compagnie. Comme ça, leurs clients se croient en sécurité dans des taxis jamais entretenus. En plus, ils paient plus cher et tout ça n'est pas vraiment légal. Mal réparés, ces taxis circulent tant bien que mal, sans payer les taxes, bien sûr, parce qu'ils sont en fraude. Et il ne faut pas oublier un paquet dans la voiture, sinon on ne retrouve jamais. La Creamline Minicab, elle, assure que ses chauffeurs rapportent ce qu'ils trouvent aux objets trouvés. Lui, il a 250 taxis. La ville en a besoin de bien plus. Tant que je travaille, et que lui aussi, c'est que je ne suis pas un escroc. Il y a environ 50 compagnies de taxis par ici. Les Creamline, les Cleanline, les Creamline. Vous pouvez voir, moi c'est Clean, c'est pas une copie. Il se prend pour qui avec son unique couleur? J'ai mes taxis, il a les siens, c'est tout, c'est séparé. Et oui, il y a plus de 50 compagnies de taxis différentes dans la ville. Alors, vous avez pas mal de chances de vous tromper si vous venez à Harare. D'autant plus que l'idée de Bernard Hugues a plutôt fait école. Aujourd'hui, 90% des taxis du Zimbabwe sont des Renault 4. Au fait, on a retrouvé ce qu'on avait perdu. Cette cassette de musique du Zimbabwe, à laquelle on tenait beaucoup, c'est un chauffeur de taxi qui nous l'a rapporté. On n'a d'ailleurs même pas compris pour quelle compagnie il travaillait. Bonne chance. En tout cas, cette musique du Zimbabwe, ça donne envie de danser. Brigitte Soriol, quelle est votre réaction à ce sujet et surtout la question que vous voulez poser aux candidats? Oui, je vais d'abord commencer par la question pour Laurent Chomel et Roland Théron. Bon, je me demande qu'est-ce qui les a motivés à présenter ce sujet, à parler de ces compagnies de taxis à Harare. Moi, je n'y vois pas grand intérêt personnellement. Et malgré que le commentaire soit plein d'humour et que j'apprécie, ça ne me touche pas encore une fois. Il faut que ça me touche, moi. Et bon, ça m'a fait penser aussi qu'on aurait pu tourner ça ailleurs. Par exemple, je pense à Cuba, où, bon, par exemple, au niveau des pièces détachées des voitures, ils ont les mêmes problèmes. Ouais, je n'ai pas très bien compris pourquoi ce sujet-là, dans cette ville-là, qui était anciennement Salisbury, on aurait peut-être pu chercher plus loin pour trouver un sujet plus... je sais pas, qui m'aurait accroché, moi. Déjà, on est arrivé à Harare, on a vu tous ces taxis. C'était la première ville où on voyait tout ça. L'intérêt, bon, il était assez évident, c'est-à-dire de voir qu'on pouvait faire de toutes petites voitures, des taxis, et pour faire des taxis pas chers, qui puissent être accédés à... que tout le monde puisse les prendre. Et d'autre part, ce qui nous semblait aussi très important, c'est qu'avec un tout petit bénéfice, autant de personnes veulent faire des copies pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que tous les moyens au Zimbabwe sont valables pour essayer de gagner de l'argent, parce qu'il y a vraiment un net problème. C'était vraiment ça la motivation première. Et bon, quand on voit tous ces taxis qui sont là, ça nous rappelle un petit peu la France parce que c'est des voitures françaises et ça nous plaisait vraiment, quoi. C'était tout. Maintenant que vous avez répondu, eh bien, voici la notation du jury. Le Canada vous a noté 11 et 7. Effectivement, Brigitte Soriol n'est pas du tout d'accord avec ce que vous avez fait. Le Luxembourg, 10
et 6. Décidément, Francis Mazière n'est pas tendre avec nos jeunes aventuriers. Monaco 14 et 16. Suisse 15 et 13. Et vous obtenez un total de 92 points, ce qui est moins bien que les résultats que vous aviez totalisés à l'issue de la première étape. Alors maintenant c'est un moment important, parce que nous allons voir le sujet de Guylaine et de Christine. Et cette deuxième étape, pour vous, mesdemoiselles, est extrêmement importante, puisque vous étiez les dernières à l'issue de la première étape au lac Kariba. Il vous faut faire, avec le reportage que va nous présenter Didier Régnier de Dar es Salaam, il vous faut faire un tabac maintenant, si vous voulez ne pas être éliminé. Noël, nous avons ici d'énormes difficultés techniques aujourd'hui pour réaliser l'émission. Alors je vais troquer mon micro et mon émetteur. On m'a recommandé de le diriger vers l'antenne. Et je m'approche, pendant que les sculpteurs Macondé continuent à travailler l'ébène, de notre équipage féminin représentant Télé Monte Carlo. Christine et Guylaine, quel genre de reportage proposez-vous aujourd'hui ? Nous vous proposons un reportage que nous avons tourné à Johannesburg. Nous n'avons pas voulu donner une image habituelle de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'apartheid, les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre. Alors nous avons cherché dans cette ville un personnage un peu spécial, un peu original, qui puisse nuancer cette idée que nous avons tous de l'Afrique du Sud. Comment l'avez-vous trouvé, ce personnage ? En fait, c'est une femme qui est assez connue dans Johannesburg et dans tout ce milieu que vous allez découvrir. Et on n'a pas eu trop de mal parce qu'elle est sympathique et beaucoup de gens la connaissent donc. Le reportage proposé aujourd'hui par Télé Monte Carlo, Frida la Blanche. Johannesburg nous apparaît. Ville moderne, ville business, ville noire et blanche. Sous l'arc-en-ciel tourmenté de la cité, aux lignes agressives, nous avons rencontré Salomina Henrika Lutz, ou Frida pour ses amis. Mon nom est Frida. Je suis une clocharde depuis 22 ans. J'ai commencé à boire quand mon premier mari m'a quittée pour épouser ma meilleure amie. Vous savez, il y a beaucoup de clochards. Il y en a des noirs et des blancs aussi. Sa vie, c'est la rue, les parcs, les clochards. Son jardin, c'est un parking. Sa maison, c'est une voiture. Depuis de nombreuses années, elle stationne ici, au pied des immeubles. De saison en saison, elle vit là. Ni confort, ni chauffage, mais la liberté. En effet, sur la banquette arrière de cette voiture, qui n'a plus roulé depuis 15 ans, elle passe toutes ses nuits. Cette voiture, c'est son abri, son cheval de voyage. Quand lasse de traîner ses ivresses sur les trottoirs de Jobourg, elle s'assoit au volant. Elle rêve et dépasse ce mur qui bouche son horizon. Mais le présent, c'est la vie dans la voiture et dans les parcs. Frida n'est pas une solitaire. Toute Johannesburg la connaît et elle connaît tous les passants de tous les jardins de la ville. C'est une femme blanche, blanche parmi les noirs. Dans ses amis, bien sûr, des enfants. Mais aussi et surtout, tous ceux qui, comme elle, vivent dans l'alcool et la déchéance. Ici, pas d'apartheid dans la misère. Il n'y a pas de race et personne ne s'attache à la couleur de celui qui cuve sur son banc. Alors, dans cette micro-société, plus de blancs ni de noirs, seulement un groupe dans lequel ils se soutiennent et s'entraident. Frida est une clocharde, comme il en existe certainement beaucoup dans le monde. Mais nous sommes en Afrique du Sud. Elle est blanche et c'est la belle-sœur du président de cette république. C'est la belle-sœur du président Botha. Vous entendez, mademoiselle,
Je vous disais, il faut que vous fassiez un tabac. Je crois que votre mission est réussie, vous n'avez plus d'inquiétude. Mais Alain Boinet voudrait vous poser une question. Oui, tout d'abord, dire, et je crois traduire le sentiment général, que c'est un très beau reportage et très fort. Je crois en plus qu'il a été traité de façon non misérabiliste. On voit une clocharde finalement intégrée dans la vie sociale, avec qui a des amis. Je crois que c'est très important. Et la question que je voulais poser, c'est de savoir à partir de quel moment, quand Guillaume et Christine ont appris que Frida était la belle-sœur du président Botha. Nous l'avons appris en fait à la fin du reportage comme un feu d'artifice, car tout le long nous sommes intéressés à ce personnage parce qu'elle est fascinante, parce qu'elle est pleine de vie, qu'elle est dynamique et qu'elle nous a envoûtés. Mais c'est ça, on l'a appris qu'à la fin et ça a été quelque chose de fantastique, quoi, parce que ça rajoutait du cachet. Alors, maintenant que vous êtes expliqué, voici la notation du jury. Écoutez bien parce que je crois que vous allez être très très contente. Le Canada, 17-19. La France, 17-14. Le Luxembourg, 19-19. Voyez, monsieur Mazière, qui jusqu'à maintenant était avare de points, là n'a pas hésité à vous mettre presque le maximum. La Suisse, 19-19. Guylaine et Christine, vous totalisez 143 points, soit 43 points de plus que pour votre première étape. Bravo, nous sommes très très contents pour vous, connaissant les problèmes que vous aviez rencontrés lors de cette première étape du Cap jusqu'au lac Kariba. Pierre-Pascal Rossi, vous avez mis 19, pourquoi ? Parce que je n'ai pas mis 20, parce que je crois qu'il faut réserver le 20 pour vraiment le miracle, mais c'est quand même un très très beau sujet, c'est un sujet que j'aurais aimé moi-même avoir fait et dont je serais fier. Il est sobre, il est parfait dans l'image, dans la réalisation, dans le commentaire. La chute est géniale, effectivement. Est-ce qu'elles l'ont cherché, est-ce qu'elles l'ont trouvé par hasard ? Il y a toujours une part de chance dans ce métier, mais elles ont su en tout cas l'exploiter à fond et c'est du très beau travail, il faut qu'elles continuent. Voilà, mademoiselle, que vous dire de plus pour vous satisfaire ? Nous allons maintenant diffuser le 5e et dernier reportage. Un reportage qui a été réalisé par nos amis de la Suisse romande, Alexandre Beauchâté et Alain Margot. Je vous laisse, Didier, le soin de nous le présenter. Là, je ne vous reçois plus du tout. On a énormément de difficultés. Alors, je ne sais pas si on est à l'antenne. Paris, est-ce que tu m'entends ? Je te reçois Oui, très Didier, mal. on vous entend. Oui, Paris. je vous entends. Allez-y, vous pouvez continuer. Paris, est-ce que tu m'entends ? Je te reçois très très mal. Est-ce que tu m'entends ? Paris pour Dar es Salaam, Paris pour Dar es Salaam. On a énormément de difficultés. Alors, je ne sais pas si on est à l'antenne. Écoutez, je vais vous proposer le dernier reportage pour aujourd'hui. Ça devient très très difficile aujourd'hui. J'espère que vous nous entendez en tout cas. Alain Margot pour la Suisse. Oui, alors aujourd'hui nous vous présentons un film de fiction. Ce film de fiction a été réalisé sur une île qui a la particularité suivante, c'est qu'elle est très très humide et très très chaude. Il fait plus de 50 degrés à l'ombre, c'est terrifiant. Et là, nous avons eu d'immenses problèmes avec la caméra vidéo. Nous ne pouvions pas rester plus de 30 minutes sur l'île. Et là, sur cette île, l'humidité s'emparait de la bonne vidéo et il fallait qu'on reparte tout de suite. Donc nous avons dû tourner ce film en 3 jours. C'est absolument dramatique comme condition. Nous pouvions dire que cette île est maudite. Il y avait des esprits forts qui nous empêchaient de réaliser ce film sur cette île. Est-ce que le film est maudit ? Le film est maudit, oui, sans doute. Alors, tout est maudit dans le reportage proposé cette semaine par la SSR. Le titre, Le trésor de Rackham le Goum. Enfin, je l'aperçois, cette fameuse île dont mon grand-père voulait nous cacher l'existence. Tous ces longs mois de recherche allaient peut-être aboutir à la découverte de cet objet satanique, sur lequel, je dois bien l'avouer, je nourris tous mes espoirs. Cette aventure commença à Londres, il y a 2 ans de cela. À cette époque, j'étais encore étudiant en histoire. C'est lors d'une de mes nombreuses expéditions dans la bibliothèque familiale que je découvris un mémoire ayant appartenu à mon grand-père et dans lequel il faisait allusion à une de ses inventions dont les conséquences pouvaient connaître des fins dramatiques. Effrayé par sa propre découverte, il décida de l'enterrer à jamais sur une île du lac Kariba, située en pleine colonie britannique. Ma décision était prise. Je devais retrouver cet objet. Maintenant que j'y suis, comment y accéder ? Mystère. Toutes ces mâchoires n'attendent-elles pas mon arrivée sur l'île pour ne faire de moi qu'une frugale bouchée ?
j'ai quitté l'île. Mais que m'arrive-t-il? Cette chaleur. Ma tête tourne. Aucune âme qui vive. Et cette tête qui tourne. Une folie me gagne. Aïe, la folie. Cette découverte. Une puissance maléfique s'empare de mon corps. Il faut fuir. Peut-être est-il déjà trop tard. Mon Dieu. L'île. La mer. Le bilboquet. Mes yeux. Ce soleil. Ce ciel. Tout s'assombrit. Aïe, cette lumière. Non. Le trésor de Rakam-le-Goum, le reportage, donc le film d'Alexandre Beauchâté et Alain Margot. Avant de vous donner vos notations, une réaction de Jean-Louis Boudou pour le Canada. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un point de vue. Alain Alexandre, je ne sais pas si le trésor de Rakam-le-Goum va vous rapporter beaucoup de points, mais j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais que vous ne vous découragiez pas de faire de la fiction, parce que je trouve ça audacieux et je trouve que vous avez un grand sens de l'image et donc du cinéma. Alors, si vraiment j'ai à formuler une question, c'est est-ce que vous pensez continuer dans ce sens-là? On opte pour la fiction, mais sans laisser de côté le reportage, qui est quelque chose de très bien et très important, pour autant qu'il soit pris avec humour. Mais nous allons continuer dans la fiction, et je pense qu'avec le temps, on va s'améliorer. C'est assez difficile comme thème, mais on va continuer. Bien, messieurs, je vous propose maintenant de prendre connaissance de la notation de votre jury. Canada, 11-10. France, 12-9. Luxembourg, très dur, 9-8. Principauté de Monaco, 12-12. Vous obtenez un total de 83 points. Vous êtes donc, si j'ai bien calculé, mais on va le savoir tout à l'heure, les derniers de cette deuxième étape. Quelles sont vos réactions, Alexandre et Alain? Je trouve dommage que vous, à Paris, ne soyez pas prêts à accepter ce genre. J'espère que ça va le devenir. En tout cas, on va essayer de vous dresser dans ce sens. Mais il y a une chose qui ne sort pas de l'esprit lorsque nous tournons un film, c'est avant tout plaire aux téléspectateurs, les divertir, les distraire et les faire rire. Alors, les points, pour nous, n'ont pas beaucoup d'importance, mais du moment où nous arrivons à réaliser ce genre de choses, pour nous, le contrat est rempli. Il faut bien vous dire une chose, monsieur les jurés, c'est que nous ne faisons pas forcément les films pour vous. Nous les faisons pour le gros public. Et pour moi, c'est ça qui est très important. Bien, nous en prenons note. Maintenant, Didier, vous qui êtes sur le terrain, vous allez nous indiquer les points de bonification que vous avez accordés à vos 10 équipages, puisque c'est vous, avec votre équipe technique, qui pouvez le mieux en juger. Je commence à être entouré par tous les villageois, alors je vais vite me dépêcher pour vous donner le classement en voiture cette semaine. Assez calme dans l'ensemble. Regardez, 20 points pour Antenne 2, c'est le score le plus faible, 20 points sur 25, car un état général de la voiture peu satisfaisant. RTL, 23 et 25 points pour le Canada, 25 points pour la Suisse et 25 points pour Télé Monte Carlo, qui en avait bien besoin. Mais il faut reconnaître que la semaine a été nettement plus calme pour Télé Monte Carlo. Bien, maintenant que nous connaissons les points de bonification accordés par Didier Régnier et son équipe technique, voici donc le classement de cette deuxième étape. Et vous allez voir, mademoiselle, que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Nous sommes très contents pour vous. Vous êtes enfin sortis de l'ornière puisque vous arrivez première pour cette deuxième étape avec un total de 168 points. Vous êtes suivi par l'équipe de RTL Télévision avec 134 points. Ensuite vient l'équipe de Radio-Canada, 118 points. Quatrième, Antenne 2, 112 points. Cinquième, la Suisse, 108 points. Attention, messieurs de la Suisse, il ne faut pas que vous soyez les derniers pendant 3 étapes. Sinon, eh bien, vous serez remplacés par l'équipe de réserve. Mais j'espère que cette dernière place va vous aiguillonner un petit peu pour qu'à l'issue de la 3e étape, eh bien, vous vous retrouviez en très bonne position. Alors, nous allons maintenant procéder au classement général puisque nous sommes en possession de tous les paramètres, comme diraient les techniciens et les matheux. Pendant que nous procédons au classement général, je rappelle que nos jurés, mesdames et messieurs, vous avez en votre possession des livres qui s'intitulent Le Grand Raid. C'est un livre édité par Hachette et Téléunion, un livre qui vous permettra, ainsi qu'aux téléspectateurs qui ont maintenant pris l'habitude de nous suivre, qui vous permettra de mieux connaître les différentes étapes et les périples
que vont parcourir, que vont faire nos 10 candidats, nos 10 aventuriers modernes. Voici donc le classement général. Toujours en tête, RTL, bravo messieurs, avec 290 points. Vous êtes suivis par Télé Monte Carlo, 268 points. Bravo mesdemoiselles, parce que non seulement vous faites un beau score sur l'étape de la semaine, mais aussi au classement général. Troisième, Radio-Canada, 246 points. Quatrième, Antenne 2, 238 points. Cinquième, SSR, je vous l'ai dit, faites attention messieurs, 231 points. Alors Didier, maintenant que tout le monde connaît les points, il suffit de refermer ses valises et vous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Noël, laissez-moi vous dire, bien que je vous entende de plus en plus mal, car ça devient vraiment très très difficile, il y a sur ce plateau certains soupirs de soulagement, notamment l'équipage de Télé Monte Carlo. Vous êtes content, Christine et Guylaine, vous avez sauvé votre tête aujourd'hui. Oui, on a eu chaud. Parce que 3 semaines d'affilée, vous savez, c'est le coup près, c'est très dur, la loi du raid. Certains soupirs de soulagement, pour nous aussi, car l'émission s'est déroulée dans des conditions, je vous prie de le croire, très très difficiles. À l'heure actuelle, Noël, j'ai pratiquement perdu le contact avec vous. En tout cas, les aventures ne sont pas terminées et nous partons dès demain sur Nairobi. Et là, je crois que l'émission sera, elle aussi, difficile à réaliser, Guy Garibaldi. Écoutez, il y a des chances. Dans tous les cas, il faut insister sur les conditions particulières de celle-ci. La semaine a été très bien remplie, très fertile en événements, mais il y en a un surtout qui nous a très profondément marqué. Il y a 4 ou 5 jours, au passage de frontière, les autorités tanzaniennes nous ont fait l'agréable surprise de réclamer en dépôt de caution pour notre passage la rondelette somme de 500 000 $, 4 millions de francs lourds, versables sur le champ et naturellement en espèces. Tu as apporté ta brouette? Oui, et la tienne aussi, parce qu'à 2, on aurait dû faire la boucle. Alors, bien, nous sommes en Afrique et tout finit par s'arranger. Cela dit, cela prend du temps. Tout finit par s'arranger, oui, avec ce temps qui nous file en permanence entre les doigts. En ce qui concerne la semaine prochaine, donc la frontière entre la Tanzanie et le Kenya a été fermée entre 1977 et 1983. Il y a 1 an, le raid n'aurait pas pu exister entre la Tanzanie et le Kenya, et donc ce qui nous aurait procuré pas mal de problèmes. Disons que, comme point d'intérêt, nous passerons au pied d'une montagne très célèbre depuis qu'Hemingway a écrit un livre dessus qui s'appelle le Kilimandjaro, à côté de la réserve Maasai, et dans tous les cas, c'est un programme qui, si nous arrivons à le boucler, malgré toutes les difficultés qui nous attendent, et je crois que nous pouvons encore avoir quelques surprises, ça risquera d'être intéressant. Alors en tout cas, un programme à ne pas manquer, avec sans doute d'autres difficultés sur le terrain. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine exactement, on espère.